ces associations régionales qui sont aujourd'hui réunies dans un club dans le cadre de l'ADER France. Donc Joseph, un grand merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Et donc, nous te laissons la parole. Alors, avant d'aller dans le sens de... Le président a fait référence... faire une piqûre de rappel, parce qu'on a évoqué pas mal de choses. Celui-là marche mieux. On a évoqué pas mal de choses et vous êtes, je pense aussi, tous dans la salle éligibles à ce programme. Et quand on dit éligible à ce programme, ça veut dire si vous voulez installer des infrastructures de charge dans votre domaine privé, vous pouvez recevoir de l'argent, donc il ne faut pas le négliger. Donc je vais juste vous faire un petit rappel là-dessus. Et quand je dis recevoir de l'argent, que vous soyez particulier habitant dans une copropriété ou entreprise, ça va couvrir aussi bien les centres commerciaux, les concessionnaires que les administrations, à condition que ça ne soit pas sur le domaine public, mais bien sur le domaine privé. Donc Advenir, c'est un programme de certificat d'économie d'énergie. Donc l'objectif, c'est de développer l'électromobilité. Il est complètement, je dirais, complémentaire du programme de l'ADEME pour financer les installations publiques. Et vous voyez, on a comme ambition de financer 12 000 points de charge jusqu'à 2018. Et le montant de l'opération, puisqu'un programme économie d'énergie, c'est en Watt-heure QMAC équivalent. Donc on a fixé le montant correspondant et on est doté de 9,75 millions d'euros pour couvrir tout ça. Et les cibles, comme vous le voyez, c'est écrit, entreprises, personnes publiques, tout ce qui est finalement aussi accessible aux salariés. Et quand vous allez faire une manifestation, organiser une manifestation dans un centre commercial, dans une concession ou autre, c'est quand même mieux aussi d'essayer la voiture, mais d'essayer la charge. Et c'est pour démontrer la simplicité de la charge. Je pense que ça, c'est très important. Et si vous voulez acheter 150, enfin, transformer votre flotte en véhicule électrique, le problème de la charge se posera. Pour la Poste, c'est un peu différent parce qu'on ne finance que les nouveaux points de charge, pas les points de charge anciens. Donc la mise à jour, ce n'est pas dans ce programme-là. Donc voilà un peu comment ça marche, hein, vous voyez. Hein. On a des financements qui ont des taux variables qui couvrent jusqu'à 1 700 € par point de charge. D'ailleurs, si vous avez une borne avec 2 points de charge, ça vous multiplie par 2 le financement, à savoir qu'on couvre 50% matériel et installation au maximum. Et ça passe par un dispositif. Il y a des entreprises qui ont été labellisées Advenir. Vous avez un site Advenir où vous retrouvez tous les renseignements. Et je vais vous inviter à aller voir ce site Advenir pour pouvoir bénéficier finalement de cette prestation qui est quand même quelque chose de non négligeable quand vous basculez dans la mobilité électrique. Parce qu'on avait quand même vu que le frein à la mobilité électrique, c'était les installations de charge et le fait de devoir, en plus de l'achat du véhicule, payer une borne de charge ou une prise de charge ou une wallbox, même si certains constructeurs offrent les wallbox, l'installation de la wallbox, enfin pas de la wallbox, de la prise GreenUp, une petite prise standard à domicile. Quand vous voulez être dans une entreprise et que vous voulez une charge intelligente, ça devient un peu plus cher. Ou quand vous êtes en copropriété, alors là c'est beaucoup plus cher s'il faut tirer beaucoup de fils, donc le programme a tout son sens. Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message avant de passer à ma conférence. Je pense que le message était important et je vous invite à aller sur le site de l'ADER France ou taper directement dans le navigateur Advenir et vous tomberez sur le site. Alors maintenant, je vais basculer directement sur ma présentation. Je pense la retrouver par là. Alors, comment ça marche ce système? Non, ça ne veut pas y aller, c'est celle-là. Oui, voilà, on va y aller. Non, c'est pas ça. Je ne connais pas tout le... Je vais juste passer en plein écran. Ça doit être là. Il faut appuyer 2 fois. Ah, d'accord. C'est pas ça. Ça, c'est l'ancien qu'il faut enlever. On va enlever la... On va enlever la clé USB carrément. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Voilà, c'est allez, il doit être... On était là. Je sais pas. On le reprend là, c'est mieux. Voilà. Ah.
Bon, voilà. Donc on m'a demandé de faire un petit point d'actualité des perspectives d'évolution de la mobilité électrique. Alors, quand on parle de mobilité électrique, c'est assez large et je vais commencer par vous faire un petit rappel de ce qu'est l'Aver France et l'Aver France, puisque vous êtes chez BME et BME est une association membre du club des associations régionales de l'Aver France. Donc l'Aver France, vous voyez, c'est une association assez ancienne qui a démarré dans les années 1978 pour faire la promotion à l'époque de la voiture électrique uniquement. Et on a vite migré sur la mobilité électrique. Aujourd'hui, on a plus de 150 adhérents et des adhérents qui représentent ce qu'on appelle, nous, la filière de la mobilité électrique, donc l'écosystème complet, des constructeurs de véhicules, en passant par les distributeurs, les fournisseurs d'énergie, les équipementiers, et en allant jusqu'aux utilisateurs finaux, mais uniquement des entreprises. On a aussi des collectivités locales, donc La Poste est membre, EDF, Enedis sont membres chez nous, et finalement c'est très bien parce que dans nos missions principales, c'est quand même fédérer cette filière et faire des actions de lobbying vis-à-vis de la France et de l'Europe pour faire en sorte qu'on débloque tous les freins liés à la mobilité électrique. Et ces freins, il y en a. Et vous avez vu, on a essayé de débloquer par le programme à devenir les infrastructures de recharge, mais il faut débloquer aussi tous les freins législatifs, et c'est ce qu'on s'attelle à faire tous les jours. Alors comment on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas toucher tout le monde? On a décidé de créer ce réseau des associations régionales. Et voilà aujourd'hui l'état actuel. On est en train d'œuvrer pour couvrir toute la France. Les associations régionales sont des structures indépendantes qui vivent finalement sur la cotisation de leurs membres. Et tout ce qu'on fait, on fait l'animation de tout ça. Donc l'animation, ça signifie qu'on va leur redescendre toutes les informations qu'on a vis-à-vis du national et on va leur demander de nous remonter les problèmes qu'ils ont sur le régional. Si jamais ces problèmes sont récurrents sur plusieurs régions, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème national. Et là, on le traitera. Donc voilà un peu la démarche qu'on a décidé de faire. Et maintenant, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, je préfère dans ma présentation d'être assez interactif. Si vous avez une question que vous voyez qui vous vient à l'esprit immédiatement, n'hésitez pas, interrompez-moi. Donc, quand on parle de mobilité électrique, je pense que la première chose, c'est pourquoi développer la mobilité électrique. Alors là, j'ai plusieurs réponses. La première, c'est parce qu'on répond à une attente des Français. Et pour ce faire, on lance tous les 2 ans, lors du Mondial de l'automobile, une enquête qui touche les Français et la mobilité électrique. Je vais vous présenter celle qui a eu lieu justement l'année dernière, en 2016, et les résultats de cette enquête. Alors voilà les principaux résultats. Vous voyez, 40% des Français sont prêts à passer à la voiture électrique. Donc il y a vraiment une appétence des Français pour la voiture électrique. La voiture électrique, donc c'est 40%, elle répond à leurs besoins. Ils sont prêts, 35% sont prêts à acheter une voiture électrique plutôt qu'une voiture essence. Et le plus 7%, c'est par rapport à 2 ans avant. Il y a une croissance de 7% de ceux qui sont prêts d'abandonner leur voiture thermique et de prendre une voiture électrique. Et ceux qui ont essayé une voiture électrique, finalement, progressent. Et dans ceux qui ont essayé une voiture électrique et ceux qui sont prêts à l'acheter, on progresse aussi. Ça, c'est normal. On a toujours dit, l'essayer, c'est l'adopter. Mais chose intéressante cette année, c'est qu'on a aussi interrogé sur l'image de la voiture électrique. Comment les Français voient la voiture électrique? Et vous avez ici le panorama des réponses. Et chose qui est très intéressante, c'est qu'on a un taux de satisfaction qui est assez élevé, qui est assez rare dans le domaine automobile. Quand on questionne sur le taux de satisfaction d'une automobile, on arrive rarement à des taux de 90%. Vous voyez, agréable à conduire, 88%, sécurisante, fiable, pratique, innovante, respectueuse de l'environnement, économique à l'usage. Donc tout ça, ça commence à rentrer dans les mentalités. Et chose intéressante, je reviens juste sur la partie sécurisante, sécurité. Il y avait eu quelques problèmes sur la sécurité des batteries il y a 2 ans, 3 ans, je crois. Et finalement, on a traité, on a bien communiqué sur le fait que ça ne pose aucun problème. Recharger quand il pleut, brancher sa voiture quand il pleut, ça ne pose aucun problème aussi, ça marche. Et ce qui est apparu sur la dernière enquête, c'est le plus important, je pense, c'est ça. La conscience environnementale s'installe dans l'esprit des Français. 80% sont prêts à changer leurs habitudes, finalement, pour améliorer leur qualité de vie, pour améliorer la qualité de l'air en ville. Et ça, c'est vraiment, on se rend compte que là, on va répondre vraiment à une attente. Alors, les éléments déclencheurs, parce que c'est pas tout de dire « j'ai envie d'en acheter une », qu'est-ce qui va faire que je l'achète vraiment ? Ben, c'est le coût d'achat équivalent à celui d'une voiture thermique.
C'est 72% qui disent si c'est le même prix qu'une voiture thermique, si mon usage correspond, ben, j'y vais. Après, il y avait la barrière de l'autonomie, plus de 300 km. Et on voit bien que tous ces freins, finalement, ces déclencheurs sont atteints aujourd'hui. Possibilité de se recharger facilement près de chez soi. Ben, aujourd'hui, quand je regarde l'équation économique par les 10 000 euros de prime, finalement bonus plus prime de conversion, on arrive à peu près au même prix. Quand je regarde l'autonomie supérieure à 300 km, les nouveaux modèles offrent cette autonomie-là. Et la possibilité de charge, on va le voir un peu plus loin, le réseau de charge publique et l'aide à l'installation de charge privée, ça s'étoffe. Donc on est en train de débloquer tous les facteurs qui vont déclencher l'achat. Donc je suis assez conscient. Deuxième point, pourquoi basculer à la mobilité électrique? Eh bien, pour améliorer notre qualité de vie. Et la qualité de vie, pour moi, c'est quand même lié à la pollution émise par les transports, c'est-à-dire supprimer, diminuer drastiquement toute la pollution émise par les transports. Et là, je vous ai fait un petit panorama de cette pollution. Donc, toutes les pollutions gazeuses émises à l'échappement des voitures, des camions, la pollution sonore, le bruit. Ce qu'on oublie souvent, la pollution par abrasion. Parce qu'il n'y a pas que les gaz qui sont émis, il y a aussi tous les particules de freinage, de pneus, d'embrayage qui deviennent de plus en plus importantes puisque les normes anti-pollution s'améliorent sur les voitures thermiques. Et dans les années qui viennent, cette partie-là va devenir, pour les voitures thermiques, plus importante que cette partie-là. Donc il faut aussi s'y intéresser. Alors quand je bascule à la mobilité électrique, là, je commence déjà par supprimer ces trois-là. Clairement, j'ai plus de pollution émise à l'échappement, j'ai plus de bruit, bien que j'en ai quand même un. Si vous avez pratiqué la voiture électrique, vous avez un bruit qui est un bruit finalement réglementaire pour justement indiquer que c'est une voiture électrique, pas d'embrayage. Il reste les pneus et les freins. Et si on regarde dans les détails ces deux postes, ben je me rends compte qu'une voiture électrique utilise beaucoup moins le freinage mécanique et utilise le freinage régénératif en mode électrique. Et on a des émissions de particules de freinage qui sont 80% plus faibles en utilisant une voiture électrique. Et les pneus, je dirais l'impact d'un pneu est quand même beaucoup plus faible, l'abrasion des pneus en mode urbain. Donc si vous êtes en mode urbain, c'est vraiment pertinent et il faut y aller à fond. C'est-à-dire à faible vitesse, on n'use pratiquement pas les pneus, surtout qu'avec la voiture électrique, on a plutôt une conduite douce et pas trop sportive. Donc pour l'environnement, c'est clair. Troisième point, on a des gains quantifiables. Quand je bascule d'une voiture diesel à une voiture à essence, eh bien sur une année, j'économise 605 litres d'essence, de diesel, si je fais 12 000 km par an. Je vais émettre moins d'une tonne et demie moins 1,5 tonnes de CO2 du puits à la route, puisque au niveau de l'échappement, j'émets rien. Au niveau des particules, ça sera 54 grammes de moins par an. Et au niveau des oxydes d'azote, je gagne aussi 2,9 kg d'oxyde d'azote par an par rapport à la voiture diesel, équivalent parcourant le même nombre de kilomètres en Euro 6. Et j'ai une efficacité énergétique 2,5 fois supérieure. C'est-à-dire la quantité d'énergie consommée pour faire le 1 km est 2,5 fois plus faible en système électrique qu'en système thermique. C'est lié clairement à l'efficacité de la chaîne électrique. Donc aussi, on se rend compte, quand je bascule la mobilité électrique, j'ai des gains qui sont clairement identifiables et que je peux valoriser. Et le dernier, je pense que c'est l'intérêt économique. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de créer un écosystème complet, un écosystème véhicule, des infrastructures de recharge, des services associés à tout ça, mobilité, recharge, réparation, formation, entretien, recyclage, réutilisation, etc. Et là, derrière, on a des emplois. Donc si on ne bascule pas, si on ne crée pas toutes ces filières-là, on va finalement voir ces emplois délocalisés. Donc il faut vraiment y aller aussi dans ce sens-là. Donc voilà pour moi les 4 raisons pour basculer à la mobilité électrique. Alors maintenant, qu'en est-il? Où est-ce qu'on en est dans ce grand changement, dans cette grande mutation? Alors, il faut toujours regarder un peu au niveau mondial. Donc au niveau mondial, on a une croissance, vous voyez, qui est quand même assez impressionnante. Ça reste encore faible en part de marché, mais on est avec une croissance, et chose importante, c'est que la Chine, en 3 ans, est devenue le premier marché de la voiture électrique, juste devant l'Europe et les États-Unis.
En 3 ans, ça a complètement basculé, parce que si je regardais en 2014, on avait les USA, l'Europe, la Chine derrière. 2016, ça s'est complètement redessiné. Et si la Chine y va, on pense que tout le monde va suivre. Voilà un peu les chiffres mondes de cette motorisation électrique. Alors quand on parle de motorisation électrique, on inclut les hybrides rechargeables. Il faut bien voir que l'association, on défend aussi bien les véhicules à batterie, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules piles à combustible. C'est-à-dire tout ce qui va rouler avec une motorisation électrique. Donc voilà un peu les chiffres de croissance. Vous voyez, ça représente un taux de croissance qui tourne, il ne faut pas prendre en compte les premières années, mais qui tourne quand même autour de 50%, et un taux de pénétration assez faible pour l'instant. Effectivement, dans les ventes mondiales, on n'est pas encore à 1%. Là, vous avez aussi les ventes annuelles, vous voyez, sur la route avec le cumul. C'est intéressant, on a plus de 3 millions de véhicules qui roulent dans le monde en motorisation électrique. Donc ça commence à devenir important. Alors qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, on est à 900 000 de parcs, avec une croissance qui est à peu près la même. Donc c'est vraiment un marché qu'il faut considérer. Et si je descends au niveau des parts de marché, la France, c'est pratiquement, là je redescends aux véhicules à batterie, donc je n'ai pas les hybrides rechargeables. La France, c'est pratiquement le premier marché du parc de véhicules électriques. Là, je suis en parc. Donc, là, c'était des chiffres 30 juin 2016, mais la tendance est pratiquement la même aujourd'hui en 2017. On est le premier parc de véhicules à batterie et on a fêté les 100 000 véhicules à batterie en France en mars de cette année. Donc, voilà un petit panorama de l'évolution des ventes de voitures à batterie en Europe. Et on voit que les deux premiers marchés, Norvège et France, qui se tirent la bourre l'un et l'autre. Une année, c'est la France, une année, c'est la Norvège en volume. Parce que si je regarde en part de marché, la France est à 1,1 part de marché, quand la Norvège est à plus de 20 parts de marché au niveau des véhicules à batterie et rechargeables. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour arriver au niveau de la pénétration. Alors, voilà un peu l'évolution des ventes en France. Vous voyez, 100 000 en mars, avec les ventes annuelles. Et vous avez le détail entre les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires et les hybrides rechargeables. Et il faut savoir que la France a démarré assez tard dans les hybrides rechargeables, puisque vous voyez, c'est apparu en 2012 et c'est devenu à peu près significatif en 2014, quand dans les autres pays d'Europe, enfin dans les pays d'Europe du Nord, ça a plutôt démarré en 2012 et c'est déjà à peu près 50% d'hybrides rechargeables et 50% de véhicules à batterie qui s'y vendent. On est encore loin de ces chiffres en France. Alors, ce qui vous intéresse, en région, comment se place votre région, finalement, dans les ventes? Là, c'est au 31 décembre 2016. Bon, sans problème, la première région, c'est l'Île-de-France. Et après, c'est votre petite voisine, qui est finalement Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous êtes ici. Donc, vous avez quand même du progrès à faire. Après, effectivement, il faut relativiser. Là, on parle en région, on ne parle pas en nombre de véhicules. Il faudrait que je mette sur ce tableau-là les ventes de véhicules par région. Parce que si je n'ai pas les ventes de véhicules par région, je ne vois pas à quoi ça correspond. Et c'est donc récupérer la part de marché correspondante. Donc voilà une autre vue. Ça vous donne une vue, vous voyez, où sont répartis un peu les véhicules en France. Effectivement, on a bizarrement une zone centrale et l'Île-de-France qui ressortent. Et là, je ne vais pas vous détailler ce tableau-là, mais comme vous aurez les transparents, vous pourrez aller voir dans le détail qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes. Si je prends juste la Franche-Comté, on est parti d'assez loin, 11 en 2010, et aujourd'hui, on est à 147 en 2017, avec 2016 à 883. Alors, le problème des infrastructures. Parce que quand on parle de véhicules électriques, c'est bien beau, mais je ne vais pas à la station-service. Et aujourd'hui, dans les stations-service, il n'y a pas beaucoup de prises de recharge pour recharger les voitures électriques. Donc, il faut que j'utilise autre chose. Alors, comment ça se passe, l'évolution des infrastructures publiques en Europe? Donc là aussi, on voit bien que ça suit le marché. Donc, on installe les infrastructures en fonction du développement du marché.
Et un indicateur pertinent, c'est le nombre finalement de véhicules par point de charge. Et on voit qu'on n'est pas si mal placé, parce que là, ça fait beaucoup. Quand j'ai 12 véhicules par point de charge, finalement, je partage beaucoup de points de charge, mais ces pays-là sont plutôt équipés en charge rapide. La France est plutôt équipée en charge lente, donc on est dans la bonne moyenne du nombre de points de charge par véhicule par rapport aux autres pays. Donc vous voyez, ça représente 5 véhicules par point de charge en France aujourd'hui, ce qui est quand même un chiffre assez intéressant pour pouvoir se déplacer sans problème. Ceci étant de la charge publique, sur la voie publique, ça ne tient pas compte de la charge privée. Oui. Voilà, la réponse est là. Voilà la répartition géographique de la charge publique. Donc on voit aussi qu'il reste encore des territoires blancs, c'est clair. Et ce qui est surprenant, on ne retrouve pas toutes les grandes villes dans cette répartition-là. Donc il y a beaucoup de chemin à faire. Et comme c'est quand même basé sur le volontariat des collectivités locales pour installer les bandes de charge publique, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas parce que vos concitoyens achètent une voiture électrique que le maire de la commune est obligé de mettre une prise de charge devant sa mairie. Ça serait peut-être bien, mais ce n'est pas comme ça. Donc c'est à lui de décider d'aller dans ce sens-là. Alors là, vous avez, voyez, la répartition géographique. Là, je vous rappelle dans le slide suivant uniquement les programmes corridors et les grands points de charge rapides sur les autoroutes. Bon, je rappelle aussi le programme à devenir. Vous avez Bolloré qui avait annoncé ce développement-là, qui n'a pas encore commencé, malheureusement, puisque c'était la définition des opérateurs nationaux, c'était Bolloré, CNR, EDF. CNR et EDF ont bien déployé leurs stations de charge rapide, mais Bolloré n'a pas installé un seul point de charge 7 kW dans son plan de déploiement à ce jour. Alors, qu'en est-il de la totalité des points de charge? Parce que là, je vous ai présenté que les points de charge publics. À côté de ça, on dit toujours, quand j'achète une voiture électrique, la plupart du temps, j'ai mon point de charge à domicile. Et donc, aujourd'hui, on a une estimation, parce que c'est difficile de comptabiliser les points de charge privés. C'est une estimation qui a été faite par Enedis, qui est basée sur les demandes de raccordement et sur tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on estime que pour les 100 000 véhicules qui roulent, on a 122 000 points de charge publics, privés. Ce qui veut dire qu'il y a certains acquéreurs de voitures électriques qui n'ont pas de charge privée. C'est-à-dire qu'ils stationnent leurs véhicules dans la rue et se chargent sur les installations publiques. Et ça, c'est une grande majorité de ceux qui habitent dans les centres-villes qui n'ont pas de parking. Parce que dans les centres-villes, vous avez le badge résident, donc vous stationnez sur la voie publique. Et là, si vous voulez acheter une voiture électrique, il faut utiliser les installations publiques. Et c'est pour ça que dans les villes, il faut aussi mettre à disposition de ces gens-là des installations de recharge publiques. Et ce qui est fait par le plan, justement, de l'ADEME pour déployer les installations publiques. Alors voilà donc une vue un peu des différents maillages, aussi bien publics, c'est un peu la même vue, public, particulier et société. Parce que dans les 122 000 points de charge, il y a aussi les points de charge qui sont dans les entreprises et dans les sociétés. Alors, l'évolution qu'on estime, elle est là, vous voyez. On est à peu près aujourd'hui à 17 000. On pense atteindre les 30 000 points de charge publics en 2018 et 100 000 en 2020, ce qui devrait correspondre à l'évolution et au développement du marché. Donc la stratégie pour lever tous les freins, je pense qu'elle est claire. Vous avez vu tous les freins, les attentes. Donc il y a les freins, le prix du véhicule, ça les aides et les avantages du véhicule. Aujourd'hui, pas mal de collectivités et de villes autorisent le stationnement gratuit pour un véhicule électrique en surface, pas dans les parkings souterrains. Il faut continuer à informer, et je crois que le rôle des associations régionales comme BME, c'est de faire cette information aux consommateurs. Et il y a une démarche très importante pour la charge, parce que là, le frein, c'est quand même lever les freins de la charge, c'est de garantir l'interopérabilité et la communication de tous ces systèmes. Quand on me dit que dans Lyon, on installe 150 points de charge, est-ce qu'avec ma carte que j'ai dans une autre région, je vais pouvoir me recharger? Ça, c'est très important pour moi. Si je veux utiliser mes 300 km
de ma voiture électrique et me déplacer en France, il faut que je puisse me charger et que j'ai la garantie de me charger, autrement je suis en panne. Et je suis sur le bord de la route et il faut que j'appelle le dépanneur. Et après, c'est quand même le déploiement des infrastructures avec la charge rapide et le programme Corridor qui est là. Mais au-delà de ça, la mobilité, pour moi, elle doit s'intégrer dans les villes complètement. C'est-à-dire, on voit de plus en plus des systèmes qui sont liés à la mobilité de la ville, c'est-à-dire l'autopartage, qui permet, comme à La Rochelle, vous voyez, Yellow Mobile, où vous allez utiliser tous les modes de transport. C'est donc l'intermodalité, que ce soit le bus, le bateau, le vélo, la voiture électrique partagée. Il faut pouvoir aller dans ce sens-là. Ou alors, l'idée qui commence à émerger, qui est quand même pas mal, c'est d'avoir une voiture partagée dans une petite communauté, comme un immeuble. Et il y a quelques avantages quand on construit un bâtiment et qu'on partage la voiture électrique. C'est-à-dire, la voiture électrique appartient aux copropriétaires et avec un système de réservation, tout le monde peut l'utiliser à condition de la réserver à l'avance. Et les coûts d'utilisation sont facturés aux copropriétaires correspondants. Le coût d'entretien global, c'est la collectivité de la copropriété, mais l'usage particulier est pris en charge par le copropriétaire correspondant. Et bien entendu, je pense qu'il faut une charge pour tous pour simplifier tout ça. Donc là, je ne vais pas le détailler, c'est un peu toutes les aides aujourd'hui en France qui sont accordées aux véhicules électriques, que ce soit de l'achat jusqu'à finalement pour les entreprises avec la TVS ou le plafond d'amortissement qu'on a fait modifier, qu'on a fait évoluer, parce que ça aussi, c'est un peu les actions de l'AVER France, c'est de lever tous ces freins qui sont réglementaires, législatifs, et celui-là était un peu aberrant, c'est-à-dire quand une entreprise achète une voiture électrique, c'est comme si elle achetait une Audi TT, c'était considéré pratiquement dans la même catégorie de voitures de luxe. Donc ma conclusion, c'est aujourd'hui c'est une réalité, c'est clair, vous voyez au niveau mondial ça progresse et je pense que ça ne s'arrêtera plus. Maintenant il faut voir jusqu'où ça peut aller et là ça va dépendre de l'évolution des technologies. Par contre, aujourd'hui, il est encore nécessaire de l'accompagner par les dispositifs de soutien, que ce soit financiers ou des dispositifs d'information et d'éducation. Et je pense que pour moi, c'est quand même, tous ceux qui achètent une voiture électrique, c'est un investissement pour le futur qu'on fait. Et on prépare finalement le futur à la fois de la qualité de l'air de nos enfants, mais aussi les emplois derrière. Voilà, la première partie. Je vais m'arrêter là, prendre vos questions. Et si on a un peu de temps, j'avais une partie sur l'hydrogène. Oui. Une question là-haut. Oui. Beaucoup d'informations. Comme les transparents, vous les aurez via l'association, vous pourrez les détailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'association qui vous répondra. Je pense qu'elle aura les réponses, et les n'a pas. Bonjour à tous, je suis le responsable de la logistique au sein du département du Doubs. Donc on va forcément respecter la loi pour acheter les véhicules électriques donc, à 20% de notre parc au moment du renouvellement. Sauf que dans votre présentation, je suis un peu dubitatif, sachant que vous avez quand même omis le principal, si je puis me permettre, c'est la production d'électricité. Pour moi, le véhicule électrique tel qu'il est défini au niveau écologique, pour la santé humaine, ça va si l'électricité est propre. Quand on prend l'exemple de la Chine, je dirais c'est une aberration. Aujourd'hui, ils vont produire de l'électricité pour dire qu'on roule en véhicule électrique, sachant que l'électricité aujourd'hui est faite avec le charbon. Donc on sait que ça pollue plus que les véhicules thermiques. Et puis, ce que vous avez omis de dire, je dirais que le véhicule électrique, effectivement, pour la santé dans les villes, c'est nettement supérieur au diesel et même à l'essence. En revanche, on ne prend pas en compte l'augmentation d'électricité, ou d'électricité on va dire, pour construire ces véhicules. Parce qu'on sait très bien que pour faire les batteries, il y a besoin d'énergie par rapport à un véhicule thermique. Et je sais qu'aujourd'hui, on a amélioré le pourcentage, mais il y a 10 ans, c'était une aberration d'acheter un véhicule électrique, puisque pour construire la batterie, on utilisait plus d'énergie que ce que la batterie rendrait. Donc, au jour d'aujourd'hui, les pays nordistes, eux, ils sont dans une logique globale. Et là, effectivement, on peut concevoir que leur politique environnementale est nettement supérieure au monde.
En revanche, dans beaucoup de pays, le fait d'utiliser des véhicules électriques pollue peut-être plus que des véhicules thermiques. Alors, Voilà. je vais reprendre l'exemple de la Chine. J'ai les chiffres aussi, hein, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps de détailler. Quand vous reprenez la Chine, la majorité du parc est en essence. Quand je regarde les émissions moyennes du parc en Chine par rapport à l'émission moyenne d'un véhicule électrique en Chine, je suis 10% seulement en dessous. Donc effectivement, ça ne va pas creuser l'écart, mais c'est quand même positif. Et l'autre intérêt de la Chine, parce qu'il faut voir aussi, il faut se remettre dans le contexte du pays, la Chine, qu'est-ce qui la pousse à aller dans l'électrique? Ce n'est pas tellement le CO2, parce qu'elle a répondu clairement, le CO2, messieurs, les grandes nations développées, vous en avez recraché pendant des années. Moi, je commence seulement à recracher, donc laissez-moi un peu vivre. Ça, c'est les propos de la Chine. Après, on peut les discuter. Laissez-moi un peu vivre. Et finalement, quand je fais mon bilan, un véhicule électrique en Chine, il est quand même un peu positif. Et la démarche de la Chine, c'est l'indépendance énergétique. C'est pas le CO2. Mais deux démarches, indépendance énergétique et pollution urbaine. Et là, je les comprends, les Chinois, d'aller sur le véhicule électrique pour la pollution urbaine. Et effectivement, après, il faut adapter la partie décarbonation de l'électricité. Ça va de pair. Et là, j'ai aussi tous les chiffres qui permettent de démontrer que la décarbonation de l'électricité, c'est un enjeu gagnant-gagnant pour le réseau électrique et pour le véhicule électrique. Et combiner les deux par le stockage vis-à-vis des intermittents, ça peut être finalement la démarche de demain, ce qu'on appelle les smart grids, et intégrer du stockage décentralisé au smart grid. Le véhicule électrique et l'hydrogène vont permettre de le faire. Donc aujourd'hui, on a toute une démarche, mais il faut la préparer. Donc quand on prépare dans le programme à devenir, je n'ai pas détaillé non plus, mais on a des primes supplémentaires ou des obligations dans le cahier des charges. Si vous installez des bornes de forte puissance, il faut que ces bornes soient déjà intelligentes et connectées pour préparer le futur finalement smart grid, pour pouvoir interagir avec la potentialité du réseau et la demande de la charge électrique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien effectivement de charger quand le réseau est carboné, et il faut mieux charger quand le réseau est décarboné et disponible. Donc voilà, il y a toutes ces démarches-là qui sont faites. Et pour revenir à ce qu'on appelle l'ACV, c'est-à-dire l'analyse de cycle de vie d'une voiture électrique, je ne peux pas encore vous donner les chiffres parce que l'étude est encore sous embargo, mais on a participé avec les grandes ONG du moment, que sont la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation FNE, et puis les grands acteurs électriques et tout, à faire une étude prospective, parce qu'il faut se projeter, de l'impact environnemental, donc de l'analyse de cycle de vie des voitures électriques, des hybrides rechargeables, comparé à une voiture thermique. Et les résultats sont assez surprenants, surtout si je me base à 2030, où ma batterie aura une deuxième vie et où elle sera aussi utilisée pendant sa première vie en complément du réseau. Donc ça bascule complètement dans l'autre sens. D'autres questions? Oui, encore une. Vous avez dit que les collectivités, sur leur parking privé, pouvaient bénéficier du programme à devenir, oui. Donc c'est tout nouveau, ça. Ah non, c'est depuis le lancement du programme à devenir. Qui date de quand ? Il a été lancé officiellement septembre 2016. Il a été signé en mars 2016 par la ministre Ségolène Royal. Et les premiers financements ont été distribués en 2016. On ne finance que les installations privées, c'est-à-dire le parking privé des collectivités est accessible à ce financement-là. Alors, pourquoi on n'en a jamais parlé lorsqu'on a étudié le plan justement de maillage? On n'a jamais évoqué ce souci-là, puisque pour avoir une subvention, il fallait l'ouvrir au public. Pas dans le biais de... Le financement de l'ADEME. Voilà. Là, on n'est pas dans le financement de l'ADEME. On a justement voulu mettre un dispositif en place pour compléter ce que ne pouvait pas financer l'ADEME. Mais à aucun moment ça a été évoqué. Je le découvre. C'est ce qui m'étonne. Ce que je voudrais savoir, c'est qui je dirais, on a participé justement au maillage et à l'étude comme pour certains départements. Il faut se rapprocher de BME. Ils sont là pour ça, pour vous passer ces messages-là.
Oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, J'ai mais- bien compris qu'il fallait que je parle d'advenir Voilà. aujourd'hui. Et sur votre vue, Oui. par contre, il y avait marqué semi-public. C'est pour ça que je m'interroge. Semi-public. Oui, il y a marqué sur la diapo, il y a marqué semi-public. Je Oui, sais pas parce ce que ça veut qu'il dire. y a des zones qui sont privées mais accessibles au public. C'est-à-dire que ce n'est pas la voie privée. Et ces zones-là sont aussi financées. En gros, les centres commerciaux, les parkings des concessionnaires automobiles, les points de charge qui sont installés là-dedans sont financés. Mais sur la voie publique, c'est-à-dire si vous le mettez sur le parking du concessionnaire, c'est bon. Mais si vous le mettez sur la rue, non, on ne finance pas. Bien. D'autres points? Oui. Alors, les projections, il y a deux projections qui sont intéressantes, c'est l'autonomie et le coût des batteries. Parce que l'une ne va pas sans l'autre. C'est bien beau, aujourd'hui, je peux faire des voitures à 500 km d'autonomie, à part que moi, je n'ai pas les moyens de l'acheter. Et je pense que vous non plus. Donc, c'est donc ces deux paramètres. Donc aujourd'hui, on est de l'ordre de 200, je dirais, euros du kilowattheure. Enfin, c'est $200 du kilowattheure, parce que c'est chiffré en dollars. Et en 2030, on parle de 100 euros du kilowattheure. Aujourd'hui, on est entre 200 et 250. Et vis-à-vis des performances, aujourd'hui, on est à 120 Wh du kilo, et on pense arriver à 200. Donc en gros, ça veut dire qu'on va encore doubler les performances. Et après, le dilemme va se poser, parce que plus je veux de l'autonomie, plus je mets de la batterie, plus je mets du coût. Donc le dilemme va se poser. Si je veux rendre ma voiture accessible à tous, il faut que la voiture ne soit pas chère. Donc il faut qu'elle soit à peu près dans les prix d'aujourd'hui. Et si je me projette à 2030, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura plus de prime bonus-malus ou de prime à la conversion. Donc on va sûrement arriver à une équation qui donnera des voitures avec des autonomies de 400 km, 400-500 km à peu près au même prix. Mais si je veux aller au-delà, si je veux faire vraiment 400 km d'autoroute, ça sera cher. Ça sera cher et ça sera lourd et ça posera quand même un souci. C'est pour ça que justement l'hydrogène a peut-être un intérêt dans cette vision long terme. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Moi, c'est la question que je voulais vous poser. À long terme, pour avoir une assez bonne autonomie, c'est-à-dire rivaliser une voiture thermique, aujourd'hui, on a 1000 km d'autonomie, quoi, en gros. Hein? Alors, 1000 km, c'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Je pense qu'on est allé un peu trop loin. Parce qu'à la limite, si la voiture est autonome, ça prend du sens. Mais si vous avez un chauffeur, il faut quand même se reposer. Oui, non, mais à condition qu'on puisse recharger dans un temps raisonnable. Et moi, je ne savais pas que la deuxième partie de votre exposé allait porter sur la pile à hydrogène. Justement, c'est sûrement la pile à hydrogène. C'est quoi? C'est Toyota, je crois. C'est Toyota, Hyundai et Honda, principalement. C'est peut-être très compétitif avec augmenter la capacité des batteries. Eh bien, on va le voir. Merci d'avance. Vous voulez J'avais une question sur l'advenir de la manière dont seront maintenues en état les bornes et financées finalement ces bornes. En fait, la question que je me pose, c'est que les collectivités locales aujourd'hui, par les différentes aides, bénéficient de déploiement massif de plusieurs structures qui permettent de mettre à disposition l'énergie de manière gratuite. Sauf qu'à un moment donné, il faudra... Nous, on a émis un document où on déconseille que le paiement, enfin que la recharge soit gratuite. Voilà, donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas de pérennité, parce qu'ils ont omis la grosse partie qui est l'entretien et la maintenance de ces bornes. On est d'accord. Et l'ADEME a juste financé l'installation, mais ne prend pas en charge la maintenance. Et donc c'est le rôle des collectivités de se préparer à toutes. Soit elles délèguent la maintenance, et là dans certains territoires, la recharge est payante. Soit, comme aujourd'hui, elle a gardé la maintenance et elle ne fait pas payer l'électricité, mais sincèrement, ça ne peut pas durer. Donc c'est un point que je partage. Et donc le risque, c'est clairement qu'on voit les bornes finir par ne plus être entretenues et une partie finalement de ce réseau tomber en ruine. Il faut qu'il passe au paiement. Et d'ailleurs, je crois que c'est en Vendée, ils passent au paiement. Ils étaient gratuits, ils passent au paiement des bornes. Il n'y a pas de solution. Déjà que les modèles économiques ne tiennent pas la route, hein,
parce que il n'y a pas assez de voitures sur la route pour... toujours pareil, c'est le problème de la poule et l'œuf, donc on a décidé de mettre les bornes, les financer, et maintenant il faut que les voitures arrivent, on voit que ça progresse, mais pendant la phase de montée en puissance, l'équation économique n'est pas là. On passe rapidement à la suite, je vais vous dérouler... Quel est le temps qu'on a? Pardon. Je voudrais pas dépasser... C'est bon. Donc la pile à hydrogène. Et quand on parle de la pile à hydrogène, on se pose tout de suite la question, quelle technologie? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est complètement en contradiction? Est-ce qu'il faut choisir l'une? Est-ce qu'il faut choisir l'autre? Je pense que... Moi, j'aime bien faire un peu l'historique. Alors, je ne vais pas vous détailler tout cet historique. Je pense que pour l'hydrogène, il y a eu un grand événement qui a changé la donne sur l'hydrogène, parce qu'au début, les piles à hydrogène, ça utilisait de l'acide sulfurique, donc c'est quand même pas pratique pour mettre dans les transports. Après, c'est passé finalement à des systèmes de circulation de potasse à 150 degrés, c'est donc pas bien adapté non plus au transport particulier dans les voitures. Et ce qui a fait le déclencheur, c'est ça, c'est-à-dire c'est la membrane PEMFC, c'est Proton Exchange Membrane Fuel Cell, qui a permis finalement de faire fonctionner les piles à des températures de l'ordre de 80 degrés, uniquement avec de l'hydrogène et de l'air. Donc il n'y a plus l'électrolyse, c'est un électrolyse solide, c'est plus un électrolyse liquide, soit de l'acide sulfurique, soit de la potasse, qui pose quand même des problèmes. On est passé à une électrolyse solide. Et ça a été le grand changement, et ce qui a permis de développer massivement la pile pour les transports. Et pour les batteries, c'est un peu la même chose. On a vu les batteries évoluer dans le même temps, et avec différents couples, vous voyez, la batterie plomb, la batterie nickel-cadmium, la batterie nickel-fer, et c'est vraiment le lithium-ion. Et l'invention de Sony qui a permis de maîtriser finalement le lithium en l'intercalant dans du carbone. Et c'est ça qui a déclenché tout ce qu'on vit aujourd'hui sur les batteries lithium. Alors à côté de ça, pile à combustible, les premiers véhicules, vous voyez, ça remonte quand même assez loin. Et le premier véhicule qui utilisait une pile à potasse de General Motors, qui était finalement l'électrovan, et c'est là où ils ont vu que la potasse n'était vraiment pas adaptée à l'automobile, parce qu'ils avaient un réservoir d'hydrogène liquide et un réservoir de potasse, et il fallait faire fonctionner tout ça. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de place pour les passagers ou pour les bagages dans ce véhicule, mais c'était les débuts. Donc, il a fallu attendre un peu plus tard pour voir un tas de projets, véhicules piles à combustible, utilisant tous de la pile PEM. Et d'abord, c'était des protos, vous voyez, et PSA en a fait aussi, Renault en a fait, et après, c'était quand même plutôt les Japonais et les Américains. Et c'est dans cette période-là, 2007-2014, où les Asiatiques ont quand même appris à utiliser ces véhicules piles à combustible, que ce soit Honda, Hyundai ou Toyota, où ils les louaient. Donc ils ne vendaient pas, c'était des locations, les véhicules étaient utilisés au quotidien par des non-professionnels, et après ils récupéraient les véhicules. Et la grande étape, ça a été la commercialisation, finalement, aujourd'hui, de 3 véhicules piles à hydrogène. Toyota, Honda, Hyundai, et n'oublions pas quand même, restons français, Symbio Fuel Cell, qui équipe des range extenders sur des Kangoo Z2. Et par contre, les autres annoncent des commercialisations, Ford, Nissan, Mercedes, en 2019. Alors du côté des véhicules électriques, l'histoire est un peu différente. Parce que quand je regarde l'histoire, ça remonte assez loin. Première commercialisation, 1907. Vous voyez ? Et là, il s'en est vendu mondialement de l'ordre de 75 000. Autonomie 50 km. Plomb acide. Deuxième commercialisation, de 95-2004, autonomie 80-100 km. Et là, il s'en est vendu 200 000 mondialement. Et ça s'est arrêté parce que finalement, les aides n'ont pas suivi, la technologie n'a pas trop évolué. Et c'est seulement le 3e lancement commercial 2011 où là, on est passé en lithium, avec la révolution du lithium qui permettait déjà d'entrer, de faire plus de 250 km sans problème. Et aujourd'hui, on poursuit cette commercialisation et on en est là. Vous voyez. On a pile à hydrogène, on n'a pas grand-chose sur les routes, 5000 véhicules, dont 300 en Europe. On a des autonomies de 500 km et plus, 300 stations hydrogène en Europe, dans le monde, dont une centaine en Europe. Et sur les véhicules à batterie, donc vous vous rappelez, il y avait 3 100 000 de véhicules électriques, plug-in et batteries. Il y en a à peu près 1,5 million batteries dans le monde. Donc on voit bien que
Le véhicule électrique, aujourd'hui, il a vraiment passé le cap de la commercialisation, il est sur sa lancée. Et le véhicule à hydrogène, on ne sait pas, il n'y en a qu'au début. Et il y a toute une chose à faire. Par contre, il y a certaines considérations à prendre en compte. C'est-à-dire le véhicule à hydrogène, temps de remplissage, 2 à 3 minutes. Il n'y a pas de souci, et je peux faire 500 km. Bon, ça marche. Par contre, j'ai des coûts de station qui sont à 1 million d'euros. Donc il va falloir faire quelque chose pour les baisser, avec une capacité de station par pompe qui est quand même de 20 véhicules heure, puisque c'est lié au temps de remplissage. Si je regarde de l'autre côté sur les véhicules électriques, ce qu'on m'annonce le mieux, 350 kW de chargeur, 15 minutes de recharge, ça veut dire que j'ai par point de charge à 350 kW, 4 véhicules heure. Donc j'ai une capacité pour passer mes véhicules bien plus faible. Donc on voit bien que si je développe en très gros volume, en très grande quantité, je vais avoir un problème sur les installations électriques et avec le problème récurrent derrière du réseau électrique quand j'ai des appels de puissance énormes. Donc il y a pour moi une certaine complémentarité entre les deux technologies, c'est-à-dire si je veux vraiment faire des recharges pour récupérer beaucoup de kilomètres en très peu de temps, donc récupérer des recharges en puissance, l'hydrogène est quand même plus pratique, avec des tas de questions qui se posent. Comment réduire le coût des stations d'hydrogène, quel prix de l'hydrogène derrière qui doit être décarboné, quelle est la logique de production, centralisée, il faut s'amuser à transporter en camion, et ça sera des camions en hydrogène liquide, ou en station par électrolyse de l'eau. Et du côté électrique, l'impact sur le réseau, le prix des stations 350 kW, et le coût de cette recharge 350 kW, si elle est plus chère qu'une recharge finalement d'essence ou de gazole, ça pourra poser problème, donc, et avec quand même un outsider qui est les smart grids. Alors, considération environnementale, c'est clair, il faut que soit l'électricité, soit l'hydrogène soient décarbonés. Ça, c'est le b.a.-ba. Si ce n'est pas décarboné, ce n'est pas la peine d'y aller, il faut arrêter. Donc l'avantage, pas de pollution sur le lieu d'utilisation, pas de bruit. Et pour moi, les véhicules à hydrogène sont toujours des hybrides. Autrement, on perd 30% dans les zones urbaines ou dans les zones où on va voir des marches et des arrêts, les 30% de récupération d'énergie et de l'inertie du véhicule. Donc ça, c'est évident, ça sera des hybrides. Il y aura toujours une batterie minimum, peut-être des supercapas, peut-être des volants d'inertie, mais il faudra récupérer cette énergie, en tout cas. Alors après, une considération assez intéressante, et c'est là où on voit un peu la différence des deux technologies. Si je prends un électron décarboné, non, c'est moi qui passe vers le... Si je prends un électron décarboné, si je prends la filière batterie qui est en haut, je passe dans le chargeur qui a un rendement de 95%, dans la batterie qui a un rendement de 93%, et j'arrive au moteur électrique avec un rendement de 88% de cette partie-là. Si je fais la même chose du côté pile à combustible, même électron décarboné, j'ai un électrolyseur à 80% de rendement, il faut que je comprime, parce qu'aujourd'hui c'est la voie de la compression, 90% de rendement. Là j'ai pris les meilleurs rendements, un peu projetés, et j'ai la pile à combustible à 53%. Donc j'arrive à 38% de rendement. Donc le ratio entre les deux, il est autour de 2,3. C'est-à-dire, je fais 2,3 fois plus de kilomètres avec le véhicule à batterie qu'avec le véhicule hydrogène avec le même électron. Par contre, il faut moduler ça. Je n'ai pas de chauffage là pour ce 2,3. Si je veux garantir le confort du véhicule, il faut que j'enlève 30%. Donc le chiffre, c'est plutôt 2 avec les prestations chauffage ou climatisation. Parce qu'avec la pile, le chauffage est gratuit. Il faut savoir que la pile, avec un rendement de 53%, il y a 47% de thermique à récupérer. Donc, par contre, ça veut dire, même si je garde 2, ça veut dire que le coût d'utilisation au kilomètre sera 2 fois plus cher avec la pile à hydrogène qu'avec un véhicule à batterie. Parce que j'ai le même électron, il coûte la même chose. Et si jamais cet électron est légèrement carboné, j'émettrai 2 fois plus de CO2 avec ma pile à hydrogène qu'avec ma batterie. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et après, la partie énergétique. Parce qu'on vous donne des chiffres souvent, on vous dit la voiture elle a 400 km d'autonomie, c'est vrai. Et après on vous dit l'autonomie réelle est de 300. Moi je me suis amusé à calculer l'autonomie sur autoroute. Parce que quand je veux faire de la longue distance et comparer ces technologies sur la longue distance, il faut se projeter sur l'autoroute à 130 km/h. Et vous voyez, à 130 km/h, voilà la consommation d'une Tesla. C'est entre 240 et 260 Wh du kilomètre. Ça veut dire que pour faire 450 km, il me faut 117 kWh électriques. Ça signifie, si dans ma pile à combustible, j'embarque 5 kg d'hydrogène, je suis seulement à 85 kWh équivalent électrique. Donc si je veux vraiment faire 500 km, il faut
il faut que je mette 117 kWh électriques équivalents dans dans ma véhicule à hydrogène, donc il faut que j'embarque 7 kg d'hydrogène. Donc 450 km autoroute, 7 kg d'hydrogène ou 117 kWh électriques dans ma batterie. Donc 120 kWh pour mon véhicule électrique. Ça veut dire, si je compare les prix, là j'ai pris les projections des prix du DOE qui donne la batterie à 100 $ du kilowattheure et la pile à hydrogène à 30 $ du kilowatt. Donc pour la pile à hydrogène, j'ai déjà un ticket d'entrée puisque ma pile à hydrogène, elle n'est pas liée à l'autonomie, elle est liée à la puissance qu'il faut que j'embarque pour ma voiture. Donc mon ticket d'entrée, si je mets 5 kg d'hydrogène, il est là, sur la ligne bleue. 5 kg, ça ne fait pas 450 km. Si je veux 450 km, c'est le trait rouge. Et à la limite, on voit que ça va correspondre. Si je mets 5 kg, je vais avoir 85 kWh électriques ici. 7 kg, 120 kWh électriques. Et si je regarde le coût de mon véhicule à batterie en fonction de l'énergie que j'embarque, donc de l'autonomie sur autoroute de mon véhicule, si je veux faire effectivement mes 450 km d'autoroute, eh bien, il va quand même coûter beaucoup plus cher que mon véhicule pile à combustible. Par contre, si je veux faire moins de 200 km, il vaut mieux que j'ai un véhicule à batterie. Il coûte beaucoup moins cher, à la fois, comme je l'ai démontré, à l'achat et à l'usage, n'oubliez pas, puisque ça consomme 2 fois moins. Bon, voilà les considérations. Donc les conclusions sur cette partie-là, c'est des technologies pour moi complémentaires. On voit bien qu'il y en a une qui va coûter plus cher si je veux faire beaucoup d'autonomie, qui va poser des problèmes sur le réseau électrique si je veux recharger un maximum, un parc complètement électrique de 350 kW, même avec la balance des smart grids. Comme c'est des appels de puissance ponctuels, on prend l'exemple souvent de départ en vacances où tout le monde passe à la pompe en même temps. Ce qui est sûr, c'est que les véhicules à batterie aujourd'hui, c'est lancé, c'est une réalité commerciale. Et par contre, les véhicules hydrogène, il faut qu'ils avancent, qu'ils confortent leur position, qu'ils commencent par démontrer que l'hydrogène est décarboné avant d'aller plus loin. Alors, en conclusion un peu, considération énergétique sur les différentes technologies hybrides, électriques et piles à combustible. Vous avez en haut les hybrides, que ce soit le stop and start, la première ligne en haut, avec des vitesses moyennes, ce n'est pas des vitesses moyennes stabilisées, c'est des vitesses moyennes d'usage, le mild hybride, le full hybride, le plug-in qui est en bleu, et puis l'électrique et la pile à combustible. Donc on voit bien l'écart entre l'électrique d'efficacité énergétique et la pile à combustible, où là elle est dégradée du fait du rendement de la pile. Là je ne suis pas sur la production d'électricité, je suis au niveau du véhicule uniquement, c'est donc le rendement de la pile qui est entre les deux. Et si je prends un hybride rechargeable, lui il va rouler en électrique dans les faibles vitesses, et après il va revenir sur du thermique. Et donc la question qui peut se poser entre les deux technologies, pourquoi pas faire un hybride rechargeable pile en combustible qui serait sur ce vert ici et qui reviendrait sur le marron quand il va prendre l'autoroute. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. D'autres questions? Oui? Est-ce qu'on a une idée de la durée de vie des piles à combustible? Alors aujourd'hui, on n'atteint pas les 300 000 km, mais on est à peu près à 150 000. On est parti aujourd'hui pour 10 ans. Alors après, c'est pareil, il y a deux grandeurs à prendre en compte, c'est les kilomètres et la durée calendaire. Donc on parle de 10 ans ou plus de 150 000 km. Elle est plus durable que la pile à combustible, oui. Parce que c'est pareil, là, quand j'atteins ma fin de vie de batterie, ma batterie n'est pas, je dirais, complètement morte. Je peux toujours stocker de l'énergie, mais j'ai perdu de l'ordre de 20% de sa capacité. Alors j'ai même deux options. Soit je m'en sers pour des applications statiques, ou soit je réserve ce véhicule-là en deuxième véhicule pour faire que des petites distances. C'est les deux options possibles. Et ça, c'est le marché qui va définir. Après, ce qui va, je dirais, définir la fin de vie de batterie, comme la batterie, c'est un tas d'éléments mis en série, c'est quand l'élément le plus bas va être à son minimum, à un minimum
qui ne pourra plus charger. C'est là que la batterie sera en fin de vie vraiment. Vous ne pourrez même plus l'utiliser sur un véhicule électrique. Mais les autres éléments ne sont pas morts. C'est le premier qui meurt qui conditionne la fin de vie réelle. Mais pas la batterie n'est pas morte vraiment. Si, il y a des sources d'hydrogène naturelles, oui, qui viennent parce que l'hydrogène a été enfermé dans le sous-sol et qui dégage de l'hydrogène. Mais la pollution à l'hydrogène, c'est pas un polluant. Et l'avantage de l'hydrogène, c'est ce qui se dilue très vite. C'est-à-dire, même si vous avez une fuite d'hydrogène, si vous n'êtes pas en milieu confiné, il n'y a pas de souci, il est très volatile, il est très léger, et il monte. Non, parce que l'hydrogène, on l'utilise. C'est les fuites d'hydrogène. Alors, c'est vrai que tous les réservoirs d'hydrogène fuient un peu, hein, puisque c'est une molécule très, très petite, mais je pense qu'on n'arrivera pas à des volumes perdus, parce que c'est les volumes perdus, pour changer un équilibre. Mais là, je ne sais pas trop, je ne vois pas trop ce que ça peut déséquilibrer de mettre de l'hydrogène dans l'atmosphère, surtout que c'est un gaz très léger, volatile, il va s'accumuler. Je ne sais pas, là je ne peux pas vous répondre. Oui. Juste pour donner un complément d'information, l'hydrogène produit dans son usage de la vapeur d'eau. La Oui. vapeur d'eau a un pouvoir d'effet de serre qui est supérieur à celui du CO2, mais l'hydrogène est produit à partir de l'eau elle-même. Donc ça balance. Globalement d'augmentation des gaz à effet de serre. L'hydrogène est un excellent combustible, je ne sais pas s'il y a des études de l'intéressement. Quelque part, oui. Mais le danger, c'est d'avoir une émission de vapeur d'eau Ah, oui. et elle a un pouvoir d'effet de serre. Nous sommes en cercle fermé. Ouais. De la vapeur d'eau non produite à partir d'électrolyse, quoi. Alors, on sait que par exemple, une bonne partie des effets de serre urbains est due à la vapeur d'eau. Ces effets locaux et peu pérennes. Et il faut savoir que les automobiles à combustion interne rejettent de la vapeur d'eau. Et c'est pas négligeable. Tu n'as pas les chiffres, Louis? Combien de litres au kilomètre? Et ça, tout le monde ne le sait pas. Oui, mais on baigne dans la vapeur d'eau. Quelle est la pression de vapeur d'eau moyenne? On est au moins à 50-60%. Et puis il faut voir que l'hydrogène, c'est un moyen de stocker l'électricité. Bon, je crois que tout le monde est au même niveau que moi maintenant, c'est bon. On aura, vous dire tout là? Oui, oui, oui. Je vous invite à envoyer un mail à l'association et je vous enverrai ensuite le diaporama. En PDF. Oui. À tous ceux qui sont à jour de leur cotisation. Bien. C'est Le trésorier de l'association. Je pense c'est le moment de devenir membre. Je voulais simplement savoir s'il y avait des journalistes présents. Oui, si jamais vous souhaitez rencontrer M. Beretta tout à l'heure. On va poursuivre et terminer donc notre cycle de conférences. Un grand merci d'abord à Joseph, qu'on peut applaudir encore une fois. Merci à toi pour toutes ces explications sur le véhicule électrique et puis effectivement l'hydrogène qui vient compléter avec les perspectives de développement, ce qui existe aujourd'hui puisqu'il pourra exister demain, quoi. Eh bien, on va accueillir à nouveau maintenant, je dirais, Frédéric Poncet, donc, qui va intervenir pour le compte du Conseil régional, voilà, Bourgogne-Franche-Comté, nous parler en effet des transports et puis de la mobilité et aussi de la mobilité électrique. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Effectivement, nous souhaitions poursuivre en fait la conférence qui nous a été donnée pour resituer aussi cette préoccupation de la mobilité dans une autre dimension qui est le fait régional, puisque vous le savez, la loi Notret a introduit les grandes régions, mais a aussi un peu chamboulé les compétences des différentes collectivités, et notamment
en ramenant la compétence transport au sein de ces grandes régions. Voilà, donc je voulais vous tenir un petit peu le propos et la préoccupation qui est la nôtre à la région Bourgogne-Franche-Comté, donc pour construire cette mobilité régionale. Donc la naissance des nouvelles régions, c'est une nouvelle échelle qui nous permet d'inscrire dans notre stratégie de nouvelles ambitions sur le transport et les mobilités. C'est la confirmation d'abord de la montée en puissance du fait territorial en France et en Europe, et de la place que prend désormais dans tout le paysage des transports et des mobilités le Conseil régional. Nous occupons pleinement ce champ de compétences en tirant parti de cette opportunité nouvelle. Nos compétences renforcées et notre nouvelle échelle doivent être reliées. C'est une priorité de la région, car il n'y a pas de développement économique ni d'emploi sans mobilité et pas d'économie industrielle sans transport. Donc je résumerai nos priorités en deux ensembles. Le premier, c'est d'abord le train, placé au cœur de notre chaîne de mobilité. Ensuite, nous souhaitons une complémentarité des moyens de transport, comme le rail et le car et la voiture et le vélo, et vice-versa. L'usage de la voiture est omniprésent, avec 80% des déplacements au quotidien. Ce n'est pas le moyen le plus efficace sur le plan écologique, quand on sait qu'il y a en moyenne 1,1 personne par voiture. Parallèlement, le TER, c'est simplement 2% du transport public voyageur. Le reste du transport public correspond à 8% des déplacements. Quand on sait que 18% des émissions en CO2 en France sont émises par le transport, on voit toute la place que doit prendre le train dans le déplacement au quotidien. Nous voulons investir dans les infrastructures d'abord, avec un engagement sans précédent pour conforter le transport ferroviaire à l'échelle de la grande région. Comme nous le faisons entre Belfort-Del, une ligne transfrontalière à double vocation locale et européenne qui rouvrira prochainement à l'heure où d'autres territoires ferment des lignes. De nouveaux chantiers, nous en ouvrons également pour veiller à une bonne qualité du rail. La Roche-Migène, Appareil-le-Monial, de Del à la ligne des Hirondelles dans le Haut-Jura, de Manceau à Morteau dans le Nord Bourgogne. Sans oublier le chantier de la voie ferrée Centre-Europe-Atlantique, dont les débats publics se sont tenus cette année et qui ont vocation à créer un axe transversal Est-Ouest européen pour le fret et les passagers. Enfin, l'accessibilité des gares doit retenir toute notre énergie pour en faire des lieux où la notion de partage est une réalité. Notre investissement dans les infrastructures doit nous permettre de conforter le transport ferroviaire au service d'un grand projet de développement. Faire gagner le train, c'est aussi adapter le matériel roulant aux besoins et exigences des usagers. Nous le faisons en commandant 15 lignes de TER Régiolis, livrées progressivement pour un investissement de 100 millions d'euros. Enfin, notre stratégie de ligne à grande vitesse se poursuit avec l'intense travail de lobbying mené pour le prolongement de la ligne LGV Rhin-Rhône de Petite-Croix à Lutterbach. Moyen de transport plus propre, le train va trouver une intégration pleine et entière dans une chaîne de mobilité collective, connectée et innovante. C'est notre seconde priorité, celle d'unifier le réseau régional en réussissant le transfert de compétences des départements. L'usager doit être placé au cœur de la réflexion régionale. La mobilité partout et pour tous, le bon outil au bon endroit et au bon moment. C'est ce qui dictera l'action de la région jusqu'au terme de ce présent mandat. La chaîne de mobilité qui sera mise en service inclut le rail, le transport routier, mais aussi les lignes routières régulières et les lignes scolaires. C'est l'enjeu fort de la majorité régionale. Dans cette chaîne, nous intégrons naturellement l'électromobilité
en définissant un schéma qui sera prescriptif sur l'implantation des bornes de charge pour véhicules électriques, voitures et vélos, le développement de l'usage du vélo via l'émergence de pistes cyclables en ville, d'itinéraires touristiques, des espaces vélos en libre service et de zones garage autour de pôles d'échanges multimodaux, comme à Dijon. Il ne peut pas y avoir de transition énergétique si on ne repense pas la place des transports et des mobilités dans notre société. Se déplacer est au cœur de la logique écologique, d'équité, de solidarité territoriale et de compétitivité des territoires. La région en est consciente et place l'usager au cœur de ses priorités et dans sa stratégie. Donc vous l'aurez compris, sur le territoire de la grande région, en tant qu'autorité organisatrice des transports de plein exercice, la région a l'ambition de construire une nouvelle donne qui puisse répondre aux besoins des usagers et aux enjeux d'aménagement et au meilleur coût économique et avec un impact environnemental réduit. Non seulement grâce à un train plus accessible, plus connecté, plus performant, mais aussi avec la cohérence et l'harmonisation des services entre le transport ferré et la route. Nous ne voulons pas opposer les modes de transport les uns aux autres, mais être efficaces sur chacun des territoires en contribuant à investir dans les infrastructures nécessaires, en jouant les complémentarités entre les différents modes de transport pour, au final, offrir une chaîne complète de mobilité au quotidien partout sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, j'espère que vous l'aurez compris également, l'électromobilité que vous encouragez, développez, vulgarisez, peut et doit occuper une place de choix dans cette chaîne de mobilité du quotidien, et c'est le sens de l'engagement du Conseil régional à vos côtés. Je vous remercie. Donc voilà pour ces propos conclusifs. Je pense qu'on a fait le tour de ce que l'on voulait évoquer et voir avec vous. Merci beaucoup pour votre présence, pour la qualité des échanges que nous avons eus lors de l'Assemblée générale de BME, mais aussi suite à la conférence de M. Beretta. Alors, je ne sais pas s'il y a un partage impôt ou... Voilà, quoi qu'il en soit, ce qu'on voulait faire, mais peut-être qu'on peut le faire devant les véhicules, faire une photo collective, de façon, encore une fois, à l'envoyer à notre président et lui souhaiter plein de bonnes choses. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'essayer des véhicules électriques donc, qui ont été amenés par nos partenaires, notamment